Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous du dimanche, la totale. Tout de suite, le sommaire. Élections législatives, une semaine de campagne et les Sénégalais ne sont pas en grand engouement. Les coalitions politiques mènent leurs activités à Dakar et à l'intérieur du pays. Donc, confraternellement, nous reviendrons sur cette semaine de terrain et sur les stratégies des uns et des autres. Cela fait une semaine aussi depuis la Tabaski. Cette fête constitue une grande opportunité pour les collecteurs de peaux de ruminants. Mais ces dernières années, leurs activités ne marchent plus. Ce sera notre sujet dans Coin Éco. Transition pour notre rubrique environnement qui s'intéresse aussi à l'après-Tabaski. Des canaux d'évacuation sont remplis de déchets et de résidus de moutons, créant un environnement fétide pour les riverains. Nous irons à Ourossogui, dans Ayora, après le violent incendie au marché central. Les activités reprennent peu à peu. Et enfin, Tranche de vie dresse le portrait de Pape Mamadou Seck porté disparu. Il s'est évadé du pavillon spécial où il était admis pour des raisons sanitaires graves. L'homme est soupçonné d'être membre de la force dite spéciale. Bienvenue à tous. Alors, la campagne pour les élections législatives a démarré il y a une semaine. Beaucoup pensent que c'est encore mou et plusieurs raisons ont été évoquées par des experts en politique. C'est un sujet réalisé par Seynabou Babou et Augustin Mandon. La campagne électorale pour les législatives du 31 juillet prochain a démarré depuis presque une semaine. Pourtant, cela ne se fait pas sentir aux yeux de ce journaliste politique. Il pense connaître les raisons de ce démarrage qu'il juge trop timide. On a vu que la campagne à ses débuts est timide. Peut-être c'est la coïncidence avec la fête de la Tabaski qui est quand même une grande fête. Bon, nos hommes politiques, ils savent vraiment rebondir vite et retourner une situation. Mais on est encore sûr de rien parce qu'il y a quand même beaucoup de difficultés qui ont précédé le lancement de cette campagne, notamment donc des malentendus, ensuite donc des combats politiques particuliers entre d'abord membres d'une liste, entre membres de différentes listes. Cette analyse politique abonde dans le même sens. Mamadou Sy Albert va plus loin. 3 semaines de campagne, c'est trop long. Il faudra réunir beaucoup de moyens. C'est une compétition qui va être très longue pour certains qui n'ont pas de moyens financiers, qui n'ont pas de logistique. 3 semaines, c'est très long. Pour ceux qui ont les moyens, probablement, ils ont une capacité de mener campagne pendant 3 semaines. Mais pour le moment, la bataille, quand même, elle se fait. La coalition présidentielle beaucoup plus visible sur le terrain, l'analyse politique donne les facteurs explicatifs. Je crois que la majorité présidentielle a beaucoup plus de moyens. Bon, ils ont aussi la logistique en matière de transport. Pour sillonner le Sénégal pendant 3 semaines, il faut vraiment avoir des équipes logistiques. Ils en ont, ils utilisent en général les moyens de l'État. Donc c'est ça peut-être qui explique que Benno est beaucoup plus actif, beaucoup plus visible à l'échelle du territoire national. Mais n'oublions pas que l'opposition, même si elle n'a pas de moyens, elle utilise intelligemment la stratégie de proximité. Les politiciens invités par le journaliste politique à battre campagne sur le terrain pour espérer avoir de bons résultats. Ils vont sortir et battre campagne sur le terrain parce que c'est une obligation, parce que tu ne peux pas aussi être dans une élection législative sans pour autant interroger la population, interroger les citoyens, ensuite encore leur proposer un programme parce que c'est ça qui est plus important. Un député quand même, c'est quelqu'un qui est élu pour une localité, c'est quelqu'un qui est élu pour les populations. Qu'est-ce que les populations peuvent attendre des candidats? C'est le moment de décliner son programme et je pense qu'après la fête, on va assister encore à l'ambiance habituelle des campagnes électorales au Sénégal. La campagne pour les législatives du 31 juillet prochain a démarré timidement pour justifier la situation. Certains avancent l'argument de la fête de Tabaski. Les candidats et leaders de coalition ont une dizaine de jours pour changer la dynamique. Merci beaucoup Seynabou Babou pour ce reportage et nous allons tout de suite élargir ou plutôt approfondir le débat avec notre invité Abdoulaye Mbaou, journaliste. Bonsoir.
Bonsoir à vous, Adama. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction et rédacteur en chef du quotidien Le Vrai Journal. Actualité oblige, nous allons démarrer avec le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, qui a posé hier un acte à polémique. Il a retiré le micro de la RTS avant une déclaration de campagne. Vous êtes journaliste, alors quelle lecture faites-vous de cet acte? Alors, merci encore une fois pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de ITV. Je dis également bonsoir à tous les téléspectateurs de ITV, mais également à tous les auditeurs de iRadio. Alors, vous l'avez dit, c'est par principe, effectivement, que nous condamnons véritablement de tels gestes, d'où qu'ils viennent, d'où qu'ils proviennent. Et je crois bien que les journalistes qui sont sur le terrain ne font que leur travail. Cependant, il faut quand même rappeler une chose qui est une nécessité impérieuse, compte tenu de la loi de 81, modifiée dans les années 90, et qui demandait justement une ouverture beaucoup plus globale, beaucoup plus large, beaucoup plus élargie à ce média public qu'est la RTS. Oui. Je crois bien qu'à un moment donné, et cela était le cas, sous la supervision du CNRA, il y avait une émission du nom de Pluriel qui véritablement permettait à des entités appartenant à l'opposition de pouvoir en tout cas mettre pied justement au niveau de la RTS. Il y a des journalistes professionnels engagés au niveau de la RTS. Nous en connaissons, vous en connaissez, et nous avons de très bons rapports. Maintenant, je crois bien qu'aujourd'hui, l'alerte de Reporters sans frontières, il ne faudrait pas la négliger parce qu'il y a eu des journalistes qui ont été brimés, il y a eu des journalistes qui ont été... Oui, effectivement, lors de manifestations de l'opposition comme lors de conférences de presse du pouvoir. Oui, je crois bien que globalement, tous les acteurs politiques doivent se dire que le journaliste qui vient sur le terrain ne vient que pour collecter de l'information, ne vient que pour véritablement avoir l'information à délivrer aux populations. Donc, de ce point de vue-là, je crois bien qu'il a failli aller dans le sens de pouvoir respecter la corporation de manière générale. Mais vous le savez, Adama, nous sommes dans une scène politique où l'on semblerait véritablement assister à un jeu de ping-pong. Parce que bis repetita, de tels faits, malheureusement, se sont produits au Sénégal en 2012. Donc, je crois bien que ce n'est pas la première fois qu'un micro de la RTS, en tout cas, a été mis de côté par un leader politique. Donc, je crois bien qu'ensemble, les leaders politiques de tous bords doivent se rappeler d'une chose: le journaliste n'est pas, en tout cas, la direction, le journaliste n'est pas le décideur par rapport à la ligne éditoriale. Il faudra quand même que l'on puisse respecter la corporation de manière générale. Et cela questionne aussi l'attitude des acteurs politiques vis-à-vis des médias d'État, comme la RTS justement. Oui, je crois bien que c'est là où le problème se pose, parce qu'il faut quand même avoir l'honnêteté de dire que c'est la première fois que la RTS, en directeur général, fortement et totalement engagé en politique. Il est maire d'une localité, il est membre du parti au pouvoir, il est membre de la coalition au pouvoir, il est en train de battre campagne pour son parti et sa coalition. Je crois bien que malgré tout cela, la RTS devrait en tout cas mieux s'ouvrir, permettre justement aux acteurs politiques de l'opposition, si ce n'est le temps d'une campagne électorale pour les législatives ou le temps d'une campagne électorale pour la présidentielle, permettre justement à la société civile, permettre justement à l'opposition puisse véritablement aller dans le sens de pouvoir être représenté au niveau de la RTS, parce qu'en réalité, il ne faudrait pas occulter une chose: la RTS ne doit pas être un instrument de propagande justement pour le compte des différents régimes qui se succèdent à la tête de ce pays-là. Et la RTS bénéficie de l'argent public, ce n'est pas le cas de E-Media Invest. Exactement. Voilà, et tout comme des autres entreprises de presse privée. Oui. Donc, il faut quand même que la RTS puisse mieux s'ouvrir. Et la direction générale de la RTS doit travailler véritablement pour un élargissement véritablement de ses émissions et une ouverture beaucoup plus large. Mais est-ce qu'on peut mesurer les conséquences de cet acte posé par Ousmane Sonko, les conséquences sur les médias, notamment pour les reporters et les autres professionnels de la presse qui sont constamment sur le terrain pour couvrir cette campagne? Je crois bien que ce geste aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, est à regretter, parce qu'en réalité, indirectement ou directement, cela peut exposer le reporter à des représailles. Et parce que vous savez, dans le mouvement de foule, il y a ce qu'on appelle la notion de bestialité de la foule. En réalité, un geste peut être suivi par d'autres. Le geste peut être violent. On peut véritablement, verbalement agresser, on peut physiquement agresser. De ce point de vue,
Je le rappelle encore une fois, à M. Ousmane Sonko, à la tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar, qui est Mme Aminata Touré, à l'ensemble justement des acteurs politiques, de quelque bord qu'ils se situent, de respecter encore une fois les reporters qui sont sur le terrain pour la collecte de l'information, les reporters qui sont sur le terrain, qui véritablement travaillent dans des conditions souvent difficiles, par moments exécrables, qui voyagent dans des difficultés, dans des situations assez souvent difficile. Oui. On a vu et nous avons perdu des confrères lors de la visite économique du président Macky Sall des confrères de l'ERAL, du pays. Donc je crois bien que compte tenu de l'ensemble de ces situations et compte tenu du travail abattu quotidiennement par les différents organes de presse, je crois bien qu'il faut aller dans le sens de pouvoir mieux nous respecter. Nous ne réclamons pas un respect. C'est un respect qui s'impose à tous parce qu'en réalité, si par extraordinaire on se réveille un matin sans aucune télévision allumée, sans aucune radio allumée, sans aucune publication, je crois bien que nous aurions l'impression d'être véritablement dans un autre univers qui ne ressemblait pas à ce qu'il est aujourd'hui par rapport au Sénégal. C'est important. Alors pour en venir à la campagne, ça a démarré il y a une semaine, mais beaucoup pensent ou plutôt disent que c'est assez fade quand même. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer selon vous? Alors c'est tout à fait normal parce que nous sortons d'un contexte particulier. Vous savez, au Sénégal, la plus grande fête, c'est la plus grande fête musulmane, certes, mais en réalité, nous avons une manière de fêter la Tabaski. C'est pratiquement une semaine de vacances. Et si l'on sait que le secteur informel est prégnant, est très présent, surtout dans une ville comme Dakar. Donc, la majorité justement de ceux-là qui tiennent le secteur informel retournent dans leurs localités respectives, retrouver leurs familles, leurs épouses, leurs enfants. Donc, je crois bien que pendant pratiquement une semaine, Dakar est totalement dégarni. Vous roulez comme vous voulez, vous allez où vous voulez, il n'y a pas d'embouteillage. Donc, cela peut expliquer cela. Dans les autres localités, effectivement, la campagne bat son plein dans une ambiance bon enfant, même s'il faut regretter par ailleurs quelques scènes de violence comme cela a été le cas à Guédiawaye, avec une mairie qui a été saccagée. Je crois bien que cela n'honore pas, encore une fois, les acteurs politiques. Mais globalement, la campagne, en tout cas, commence à prendre un certain rythme avec l'implication de certains acteurs, ceux-là qui n'ont pas été retenus et qui font partie de la coalition Yewwi Askan Wi sont en train de battre campagne. La première ministre Mimi Touré, tête de liste nationale, est en train de battre campagne, tout comme M. Pape Diop, Pape Djibril Fall et tous les autres, Thierno Alassane Sall. Mais dans tous les cas, il est impératif, il est nécessaire, il est impérieux que les acteurs politiques puissent véritablement continuer de dérouler la campagne sereinement, en véritablement misant sur véritablement l'argument des idées et non pas l'argument de la force, parce qu'en réalité, nous sortons d'une situation politique assez difficile, assez tendue, une impasse politique qui nous a valu 3 morts, des arrestations, des blessés. Il ne faudrait pas que l'on revive ces situations-là. Donc, que les acteurs politiques se disent et que se rappellent qu'ils vont à la rencontre des Sénégalais, et aller à la rencontre des Sénégalais voudrait quand même qu'ils mettent en avant l'argument des idées, la force véritablement des idées. Et parlant d'arguments, le discours de manière générale est assez controversé. Parfois, c'est plus orienté vers le palais que vers l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Oui, par moment, oui, on peut comprendre justement le jeu de certains politiques, parce qu'en réalité, il faut convaincre de la nécessité de ne pas voter pour tel camp ou de voter pour tel autre camp. Mais il ne faudrait pas quand même que l'on ait en face ou que l'on ait l'impression d'avoir en face des vendeurs d'illusions. Parce qu'en réalité, j'ai écouté pour entendre, j'ai entendu pour comprendre le discours de certains hommes politiques qui véritablement donnent l'impression de s'en mêler les pinceaux. On a l'impression que nous sommes dans une campagne présidentielle. Ce n'est pas le cas, parce que la députation véritablement a ses limites par rapport au rôle qui est dédié et qui est dévoué justement à la représentation nationale. De ce point de vue-là, le député ne peut pas véritablement se mettre devant des Sénégalais et leur promettre des emplois, leur promettre véritablement le mariage pour les célibataires, pour les femmes célibataires. Voilà, une vie moins chère. Je crois bien que l'action de l'Assemblée nationale, elle est comprise, les députés et leur rôle sont compris. Donc, je crois bien qu'il faille aller dans le sens de véritablement mettre, comme l'ont fait certains, un contrat de législature par rapport à une rupture souhaitée et découlant justement de ce qui a été constaté entre la 11e, la 12e et la 13e législature,
Mais cependant, je crois bien que ce n'est pas véritablement des idées uniquement qu'il faudra. Il faudra impérativement que le député, une fois élu, puisse se rappeler qu'il est un représentant du peuple, qui doit jouer ce rôle de député, défendre les intérêts justement des populations. Et de ce point de vue-là, je crois bien que le discours pourrait être mieux compris et pourrait être mieux consommé. Est-ce que ça n'expliquerait pas quelque part ce manque d'intérêt des Sénégalais qui n'ont plus justement foi en ce discours politique? Oui, effectivement, je crois bien qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un assainissement moral, nous avons besoin d'un assainissement comportemental, nous avons besoin... Des invectives, des injures, oui, de la violence, des règlements de compte. Oui, il y a une certaine arrogance comportementale que l'on voit véritablement dans le landerneau politique sénégalais. On a l'impression que ce sont des acteurs qui se comportent en chien de faïence alors que ça ne devrait pas être le cas. La politique, c'est avant tout une affaire de gentleman. Entre différents acteurs, ce n'est pas des rapports d'ennemi à ennemi, c'est une adversité politique qui doit être bâtie sur les idées. Mais c'est dommage aujourd'hui de regretter et de voir pour regretter des invectives et une forme d'arrogance comportementale et liée au discours, véritablement des formes de brimades, de fausses accusations, une désinformation qui toucherait un leader, une personnalité politique, oubliant le fait que ce leader a une famille. Ce leader, justement, est professionnel dans un secteur bien donné. Il est à la tête d'une entreprise. Donc, de ce point de vue-là, il faut quand même que l'on puisse revenir à l'orthodoxie des idées, bien bâties, bien fondées, véritablement avec des arguments qui puissent permettre de pouvoir convaincre. Parce qu'en son mettre temps... en avant les programmes, oui, surtout. En avant les programmes. Le discours doit être programmatique. Nous sommes un pays pauvre très endetté. Nous avons énormément de difficultés liées à l'emploi des jeunes. Nous avons des problèmes dans le secteur de l'éducation. Qu'en sera-t-il du pétrole et du gaz? Qu'en est-il véritablement des choix d'orientation économique? Qu'en est-il du secteur de la santé qui a été fortement secoué? Qu'en est-il aujourd'hui de la problématique de la migration clandestine qui véritablement a fini de tuer énormément de jeunes Sénégalais? Je crois bien que ce sont des questions essentielles. Est-ce que les choix présidentiels par rapport au programme, par rapport au projet, par rapport aux infrastructures, est-ce qu'en réalité c'est aussi pertinent? Je crois bien qu'il y a énormément de choses sur lesquelles et autour desquelles on peut échanger, discuter, proposer les Sénégalais. Il y a également l'état de droit, les réformes, partant véritablement des propositions contenues dans la charte fondamentale, dans la charte de gouvernance démocratique, autant pour moi, dans la commission nationale de réforme des institutions, il y a énormément de sujets autour desquels véritablement les acteurs politiques peuvent débattre. Mais c'est dommage que l'on se lève et que l'on ait l'impression que ce sont des hommes coiffés en foulard et qui se promènent devant la borne fontaine. En tout cas, merci beaucoup Abdoulaye Mbow. Merci d'avoir été avec nous ce soir encore. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de ITV et j'en profite pour dire bonsoir à tous vos directeurs, partant de Mamoudi Ibrakan, passant par Khalifa Djarate, Alassane Samba Diop, Mamoudou Ndiaye et tous les autres, mais également à l'ensemble justement des journalistes, des techniciens de ITV, de iRadio, mais également de iMédia que je consulte, que nous consultons assez souvent. Merci. Merci en tout cas. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de la rédaction et rédacteur en chef du quotidien Le Vrai Journal. On enchaîne avec Coin Éco. Les peaux de mouton ont pourtant une grande valeur. Elles servent à confectionner des objets divers et utiles, mais c'est une activité qui n'est pas vraiment développée. À Touba, par exemple, les collectionneurs de peaux de ruminants soutiennent que les choses ne marchent plus vraiment, en raison notamment de l'arrêt des exportations vers l'Europe. Goronaclo. Les tanneurs de Touba font face à de nombreux problèmes en cette période où les cérémonies religieuses se succèdent. Les acteurs de cette filière listent leurs difficultés. Auparavant, il y avait du travail car l'usine marchait et le business était aussi propice. Mais depuis que l'usine a fermé ses portes, la filière du cuir ne paie plus. Déjà, la flambée des prix des ruminants a fortement touché les secteurs. Nous n'avons pas d'appui financier et la fermeture de l'usine ne nous arrange pas du tout. Ainsi, le président de l'association des collecteurs des peaux de vache estime que la fermeture des frontières maliennes a fortement impacté leur business.
La fermeture des frontières maliennes a aussi freiné nos activités. Les bouchers n'ont plus de bœufs à abattre, ce qui fait que le prix du cuir a connu une hausse et nous ne parvenons plus à collecter plus de 40 peaux de vache par jour. Il a dit Cherdia d'ajouter que l'absence de marché de cuir pèse également sur le secteur. Nous n'avons pas un marché fixe. Nous attendons juste que les étrangers viennent pour qu'on puisse écouler nos produits. Souvent, les Ghanéens et les Nigériens envahissent le marché. À Touba, les acteurs de la filière du cuir s'inquiètent sur leur situation, d'où leur invite à l'État du Sénégal à relancer ce secteur générateur de revenus. Et sans transition, nous abordons notre rubrique environnement qui, je le rappelle, parle aussi de l'après-Tabaski. Après la fête, nous avons constaté que plusieurs canaux d'évacuation sont bourrés de déchets, même les résidus de moutons y sont jetés. Nos équipes se sont alors rendues au canal 4 de Fass et l'odeur qui s'y dégage est tout simplement infecte. Un curage est nécessaire, nous disent Amidjou Fessi-Didian. Il est impossible de passer par ces alentours sans sentir une mauvaise odeur. Les déchets de la Tabaski mélangés aux eaux usées rendent les lieux irrespirables. Un cocktail de pollution pour les riverains et passants. Ce visage hideux que présente le canal est le résultat d'un incivisme notoire, déplorent certains habitants. C'est ce que nous vivons après la Tabaski. Les gens jettent ici leurs déchets, les peaux de moutons ou des animaux morts. D'habitude, ceux qui le font viennent d'autres quartiers. Ils passent en voiture pour déposer leurs déchets. Quelque temps après, l'odeur commence à se dégager. Le pire, finalement, certains se sont résignés. L'odeur nauséabonde causée par les résidus des béliers semble nullement gêner les occupants. Une question d'habitude. Nous habitons ici depuis des années. Nous en avons l'habitude. L'odeur ne nous dérange plus. Au contraire, ce sont les passants qui en souffrent. Par exemple, les élèves de Blaise Diagne. Mais si l'eau est mélangée aux carcasses de moutons et autres, quand ça explose, vraiment, nous en souffrons. Un environnement malsain aux conséquences néfastes pour la santé. Personnellement, je souffre de la sinusite. Les moustiques, n'en parlons même pas. On n'y peut rien parce que durant l'hivernage, c'est ce canal qui évacue toutes les eaux venant de la zone A et de la zone B, donc impossible de le fermer. Même durant l'hivernage, l'eau déborde jusque dans les maisons. Pour sortir de cette pollution, des habitants réclament un curage fréquent du canal, mais d'autres souhaitent plutôt un changement de mentalité. C'est du moins l'avis de Bounama Mané. Il est difficile de changer les mentalités des Sénégalais. Regarde-moi toutes ces ordures, ce n'est pas normal. Bien vrai que le canal doit être curé, mais si les gens ne changent pas leur habitude, ça sera du gâchis. Certes, les services d'assainissement ont un rôle à jouer, précisent les concernés, mais ils savent qu'il faut une réponse citoyenne pour préserver le système de canalisation au Sénégal. Ailleurs, nous emmène ce soir à Ourossogui après l'incendie ravageur. Les commerçants reprennent petit à petit leurs activités. Les flammes ont causé d'énormes dégâts au marché central. Les autorités locales ont donc promis des cantines avant la réhabilitation du marché. C'est la correspondance de Amadou Omar Diallo. 7 jours après l'incendie qui a causé d'énormes dégâts matériels au marché central de Ourossogui, certains sinistrés ont repris, malgré d'énormes pertes déplorées. On nous a appelés pour nous dire que le marché a pris feu. Après, on est venu pour voir. Mais on ne sait pas réellement ce qui a causé l'incendie. Nous avions des cantines à l'intérieur. Maintenant, on étend nos légumes dans la rue. Les autorités nous ont promis des cantines avant la réhabilitation du marché. Mais les traces de l'incendie restent toujours. Le passage des autorités locales n'a pas changé grand-chose au quotidien de ces sinistrés frappés par un drame infernal.
C'est une situation très déplorable. Certaines personnes sont venues nous assister, surtout les jeunes de Ourossogui. Le maire a également fait un passage ici au marché. Il nous a dit que le président de la République nous a envoyé 20 millions. Nous le remercions de passage. Je ne crois pas que ces 20 millions vont régler grand-chose, car l'incendie a causé d'énormes dégâts matériels. Moi qui vous parle, j'ai perdu 2 congélateurs, j'ai perdu beaucoup de matériel. Et mon fils a perdu lui aussi une valeur de 5 millions. Un bilan lourd estimé à environ plus de 80 cantines et boutiques emportées par les flammes. La plupart des sinistrés sont des vendeuses de légumes. Et jusqu'à présent, les populations ignorent les causes du drame. L'enquête est en cours. Le portrait de Pape Mamadou Seck, présumé membre de la force dite spéciale. Il s'est évadé dans la nuit du 9 au 10 juillet dernier alors qu'il était interné au pavillon spécial de l'hôpital Aristide de Dantec pour des raisons sanitaires. L'homme est décrit par certains de ses proches comme étant très calme. C'est pour cela qu'ils se disent surpris par ces événements. Militant très engagé du PASTEF, il a lui-même implanté le parti dans la cité religieuse de Darou Mourti. Son portrait, c'est avec Mamadou Sy. Son nom est connu du grand public à la suite de l'affaire dite Force spéciale. Pape Mamadou Seck, arrêté en marge de la manifestation de la coalition Yewwi Askan-Wi avec 9 autres membres supposés de la force spéciale. Ils sont tous accusés d'avoir voulu commettre un complot contre l'autorité de l'État. Le natif de Darou Mourti est décrit par certains habitants de la zone comme une personne calme. Pour son père, Pape Mamadou Seck est incapable de faire le moindre mal à un individu. Le désormais fugitif y a fait ses études jusqu'au collège. Agent des impôts et domaines, Pape avait par le passé voulu faire une carrière dans la photographie, selon certains de nos confrères. Une passion qui va vite lui passer au profit de l'administration fiscale. Militant de PASTEF, reconnu pour son engagement au sein de ce parti, il est le premier militant de PASTEF dans la cité religieuse. Pape Mamadou Seck y a d'ailleurs implanté le parti dirigé par Ousmane Sonko. Son engagement au sein du parti PASTEF Les Patriotes est presque connu de tous. Évadé dans la nuit du 9 au 10 juillet, alors qu'il était interné au pavillon spécial de l'hôpital Le Dantec, Pape Mamadou Seck est toujours introuvable. L'administration pénitentiaire, lors de son face-à-face à la presse, a invité le prévenu à se rendre pour se soigner et laver son honneur. Cette évasion pourrait aggraver sa situation en tant que prévenu. Et notre diplomate ce soir, Juliabi, analyste politique et responsable du think tank Wati. Bonsoir Juliabi. Bonsoir. Alors dimanche dernier, 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés à Bamako parce qu'ils sont considérés comme des mercenaires. Du côté de la Côte d'Ivoire qui justifie la présence de ces soldats au Mali qui entrent justement dans un cadre légal. La tension, on le sait, est tendue entre les deux pays. Et quelle pourrait être l'issue de ce bras de fer selon vous? Oui, bonsoir à nouveau, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Je crois que il y a beaucoup de confusion autour de cette histoire. Il semble qu'on ne soit pas tout près du dénouement puisqu'on aurait pensé à une solution diplomatique rapide. Ce n'est clairement pas le cas. Mais en même temps, je crois que cela distrait un tout petit peu de la situation au Mali, de la situation sécuritaire au Mali qui reste très compliquée. Et c'est aussi un élément, bien sûr, dans la droite ligne des tensions qu'il y a eu au sein de la région avec les sanctions de la CEDEAO et le rôle particulier joué par la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara dans la prise de ces sanctions et peut-être dans leur maintien pendant une certaine durée. Donc on a aussi effectivement un bras de fer, mais je ne suis pas sûr que cela soit dans l'intérêt des deux pays et que ce soit dans l'intérêt de la stabilité régionale.
Beaucoup d'observateurs ont relevé un fait. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali se sont considérablement dégradées, surtout depuis les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Des sanctions, je rappelle, ont été levées. Est-ce qu'on peut dans ce cas parler d'un règlement à l'amiable? À nouveau, pour l'instant, on espérait ce règlement à l'amiable. On n'en est pas là, puisque les déclarations les plus récentes du Premier ministre Choguel Maïga, Premier ministre donc du gouvernement malien, ne vont pas dans le sens d'un règlement diplomatique. Il a estimé qu'il fallait mettre au clair cette histoire et qu'il fallait laisser donc la procédure judiciaire suivre son cours. Je crois qu'il y a dans le discours du Premier ministre malien, évidemment l'affirmation de la souveraineté du Mali et la volonté de mettre un terme à ce qui ressemblait un peu à un peu de la pagaille, en tout cas un non-respect d'un certain nombre de règles dans la manière dont les différents soldats de la région et aussi des soldats internationaux se comportaient au Mali. Mais en même temps, on est aussi toujours dans le cadre d'un discours politique de la junte au Mali qui a besoin de servir à nouveau aux populations maliennes un discours de souveraineté qui permet de distraire un tout petit peu de l'agenda de la transition qui est la restauration de la sécurité et bien sûr aussi les réformes politiques et institutionnelles et enfin l'organisation des élections. Alors, dans ce cas, quelle pourrait être la meilleure piste de solution à explorer pour apaiser la tension? Alors, je crois qu'il faut d'abord reconnaître que il y a eu des incohérences dans les déclarations des autorités ivoiriennes, dans les déclarations initiales de la mission de paix des Nations Unies, de la MINUSMA, et cela souligne qu'il y a quand même un problème dans l'organisation de ces rotations. Parce qu'en fait, ce qu'on sait de manière assez claire maintenant, c'est que ces soldats venaient pour, travailler pour une entreprise, Sahel Aviation Service, qui est un prestataire de la MINUSMA. Mais très clairement, ce ne sont pas des soldats qui font partie de la mission des Nations Unies et ce ne sont pas des soldats qui font partie de ce qu'on appelle des éléments nationaux de soutien. Donc, il y a quand même des règles qu'il faut remettre en place, qu'il faut clarifier. Et je crois qu'on ne peut pas reprocher au Mali de demander effectivement à ce que ces règles soient clarifiées. Après, je pense qu'il ne faut pas aussi oublier que peut-être que l'objectif réel de Bamako, c'est en fait la mission des Nations Unies au Mali. Ce n'est pas tellement c'est pas seulement la Côte d'Ivoire ou les soldats ivoiriens. Aujourd'hui, on sent une volonté pour les autorités de Bamako, peut-être de pousser carrément à la sortie la mission des Nations Unies, ou en tout cas de faire en sorte que leurs activités soient complètement contrôlées par le gouvernement malien. Merci beaucoup, Giliabi. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes analyste politique et responsable du think tank Wati. On enchaîne avec Bonne Semaine. Et dans Bonne Semaine ce soir, c'est une chroniqueuse, Aïssatou Fall, qui partage avec nous ses méthodes pour passer une bonne semaine. Nos équipes, Aïssatou Kane particulièrement, l'a rencontrée pour nous. Je rappelle que Aïssatou Kane, qui a signé cette rubrique Bonne Semaine, elle a rencontré une chroniqueuse qui s'appelle Aïssatou Fall et elle partage avec nous ses méthodes pour passer une bonne semaine. On l'écoute. Alors, moi, mes semaines, je fais du sport, je fais de la marche. Et j'essaie aussi de beaucoup lire, de m'informer et également, mais surtout de positiver. Donc le matin, je prends évidemment, comme tout le monde, mon petit déjeuner après mes prières. Je privilégie beaucoup tout ce qui est fruits. Et la lecture est une chose importante pour moi, mais surtout le yoga. Donc c'est quelque chose qui me détend et ça me permet aussi d'entamer une bonne journée. Et évidemment, quand on fait le calcul, c'est une très bonne semaine. Une semaine de détente, une semaine d'épanouissement. Voilà, et c'est un ensemble.
je suis toujours pour la positivité, la détente. C'est important. Bon, tout le monde ne fait pas de yoga, tout le monde n'aime pas aussi le yoga, mais le sport, la marche, ça permet de se détendre. Et c'est aussi surtout d'avoir une alimentation équilibrée. Ça aide, mais bon, ça c'est sur le plan de la santé. Mais je respirais un grand coup. Et se dire que bon, la vie est belle. Alors, je vous souhaite une excellente semaine en compagnie des programmes de ITV. C'est donc la fin de la totale de ce dimanche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toutes les équipes techniques. Mais restez avec nous sur ITV dans quelques instants à 19h45 précisément. Awa Diop sera avec vous pour vous donner les infos du soir. Au revoir.